Je me demande même ce que ça veut dire comme ça, comme tel, trauma. Est-ce que c'est juste l'abréviation de traumatisme? Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a une signification sous-jacente, supplémentaire, induite, mais s'il y en a, elle m'échappe. Je pense que le mot traumatisme, je ne l'ai jamais employé. Je ne mettrai pas ma main au feu, il faudrait que je vérifie. Et maintenant, avec les outils informatiques, on peut très vite vérifier combien d'occurrences il y a. Trauma, je suis presque sûr qu'il y en a 0 occurrence dans tous mes livres. Et traumatisme, j'hésite entre 0 et 1. Il n'est pas exclu parce que quand même, je connais le mot traumatisme, mais je ne sens pas de résonance particulière. Et traumatisme, c'est vrai que je l'associe tout de suite à accident. Et d'un sens très concret, moi, très terre à terre. Je verrais quelque chose, une sorte d'accident, un piéton renversé par une voiture. Donc, les traumatismes du piéton. Je ne pars jamais, en fait. Il n'y a aucune réflexion dans ce que j'écris sur le traumatisme, ni au sens physique, concret. Je pense à ça parce que je me suis fait une fracture, moi, cet été. Je me suis fracturé un bout du péroné. Donc là, c'est un traumatisme réel, objectif. Non, en m'étalant sur les rochers, près de la mer. Et donc je suis tombé en avant et donc je me suis cassé un petit bout du péroné. Ce qui là, pour moi, est un vrai traumatisme. C'est la définition, là, c'est pour moi, je l'associe donc à une fracture d'un os de la jambe. Là il y a un traumatisme. Quelque chose qui touche au corps. Oui, alors évidemment, j'ai conscience aussi qu'on peut être traumatisé, le verbe, et que certains accidents, scènes de mes livres puissent être traumatisantes pour les personnages, et évidemment les incendies accidentels, les incendies, toute cette nature déchaînée, même le tremblement de terre, de faire l'amour. Oui. Donc peut être traumatisant pour les personnages et éventuellement pour le lecteur qui reçoit. C'est vrai, on a beaucoup dit au moment de faire l'amour, mais pourquoi ça ne s'appelle pas défaire l'amour? Enfin, c'est vrai qu'il y avait une sorte d'ambiguïté entre le... Mais en même temps, c'était au centre de ça, et même des 4 livres, puisque c'est un cycle romanesque qui s'étend sur 4 livres. On est tout le temps dans cette dialectique entre faire et défaire l'amour, entre rompre et s'aimer, entre l'empêchement et l'accomplissement. Enfin, j'ai l'impression que c'est tout le temps, et c'est ça qui fait aussi que la possibilité même du roman, la richesse du roman, c'est cette rupture et cet amour. Et il y a par exemple une figure classique que je renverse complètement. La figure classique, c'est de dire il y a une lézarde qui s'installe dans l'amour de 2 personnages, dans un couple. On se dit, bon, il y a une petite fêlure dans leur amour, il y a quelque chose, et cette lézarde, elle va grandir, et à terme, ils vont aboutir à la rupture. Et moi, j'inverse complètement cette figure classique que tout le monde connaît, en disant, bon, les personnages rompent, mais il y a une lézarde dans cette rupture. Et que cette lézarde, si ça continue, la lézarde va s'agrandir, et finalement, cette rupture va se transformer par le fait qu'ils vont rester ensemble, si ça continue comme ça. Et donc ça, c'est vraiment inverser complètement les perspectives. Et je pense que c'est très ironique, parce qu'il y a tout un paragraphe sur la fin de Nu. Ça fait 10 ans que moi j'écris sur ce thème de ce couple qui rompt, et à la fin le narrateur se rend compte qu'il y a une lézarde dans le processus même de leur rupture, et que si ça continue comme ça, le principe même de la rupture va être mis en cause, et ils vont peut-être rester ensemble. C'est une histoire de rupture qui devient une histoire d'amour. Et c'est finalement la seule façon dont je pouvais moi parler d'amour comme romancier. C'est-à-dire que je ne suis pas naïf, et donc jamais j'aurais osé attaquer une histoire d'amour simple et heureuse. Donc c'est par l'angle de la rupture que je fais surgir l'amour d'une certaine façon. Je fais surgir l'amour par la rupture. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la sexualité qui est tout le temps là, et qui finalement a un rôle, je dirais, ils font pas beaucoup l'amour puisqu'ils n'arrêtent pas de rompre. Puisqu'ils n'arrêtent pas de rompre. Il y a une autre phrase qui est intéressante, c'est au tout début, il dit clairement, c'est la nuit où nous avons fait l'amour pour la dernière fois. Et il rajoute, mais combien de fois avons-nous fait l'amour pour la dernière fois? Je ne sais pas, souvent. Donc il dit
Et donc ça aussi, ça me permet, ça c'est très littéraire en fait, ça c'est une vraie formule. Là on rejoint peut-être certains aspects de la psychanalyse ou de formules de Lacan. C'est-à-dire dès lors qu'on dit que la dernière fois est souvent, déjà, il n'y a que la littérature qui permet ça. Parce que sinon, si on a affaire à un fonctionnaire, il dit bon, ben, c'est la dernière fois ou c'est souvent, c'est pas la dernière fois. Mais la littérature peut dire, mais combien de fois avons-nous fait l'amour pour la dernière fois? Je ne sais plus, souvent. On a souvent fait l'amour pour la dernière fois. Et donc la littérature permet justement d'aller au-delà des simples faits. Et c'est ça qui est intéressant dans ce type de projet. Comme je procède par image, et que la plupart du temps, je ne propose pas d'analyse psychologique explicite, c'est-à-dire que je ne vais pas faire une analyse qui expliquera quelles sont les relations psychologiques entre les personnages. Je vais essayer de trouver une image qui va le rendre. Que par une image, on se rendra compte, on devinera, on découvrira, on la trouvera, le lecteur la trouvera par lui-même la réalité psychologique qui est toujours sous-jacente en fait, mais qui existe. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de psychologie dans mes romans, il y a une psychologie mais elle n'est pas explicitée. Elle est induite, ou elle est sous-jacente, ou elle est à compléter, ou à deviner. C'est au lecteur de la reconstituer presque. C'est vrai que la description telle qu'elle apparaît au XIXe siècle, elle n'est plus acceptée par le lecteur. C'est-à-dire qu'en effet, le lieu commun est de dire je saute les descriptions, Balzac nous décrit tout l'appartement, on s'en fout, etc. Donc c'est vrai que, et pourtant, mes livres procèdent par description. Mais ces descriptions sont toujours dynamiques, sont toujours actives, sensuelles, dynamiques, et aussi imprégnées finalement de jamais gratuites. C'est-à-dire que si on saute les descriptions, c'est pas la peine d'ouvrir le livre. Si vous enlevez dans le rêve, si vous enlevez la description, vous enlevez tout le rêve. Si vous enlevez toutes les images, qu'est-ce qui reste dans le rêve? Donc il y a aussi ce que j'expliquais, que j'adorais la structure du rêve, la façon dont le rêve procède. Et le rêve est très intéressant parce qu'il est totalement visuel et en même temps il a un rapport très fort avec l'intimité et avec notre histoire personnelle et intime. Et en même temps il est purement visuel. Et donc c'est un peu ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que j'essaye de produire des images qui vont avoir une très forte connotation et qui va entrer en résonance avec votre propre histoire, votre propre sensibilité. Et donc moi, mon but d'écrivain, c'est que vous allez vous approprier mon image et qu'elle va un peu agir comme le rêve agit en chacun de nous. C'est-à-dire que le rêve est étonnant parce que ce sont des images, mais toutes ces images ont une sorte de lien secret ou intime avec notre histoire, avec notre sensibilité, et résonnent. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et donc, d'une certaine façon, le rêve, de ce point de vue-là, en termes de structure, peut être un modèle pour la littérature. Et ça, je l'ai découvert assez tardivement, parce que ça ne m'intéresse pas l'onirisme. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les histoires avec qu'on appelle oniriques ne m'intéressent pas. Moi, c'est toujours très terre à terre. Mais ce qui m'intéresse énormément, c'est la structure du rêve. Comment le rêve fonctionne, comment le rêve est articulé à partir d'images, comment aussi, ce qui est fabuleux, comment les raccords, enfin, comment on passe d'une scène à une autre dans le rêve, où on va de faux raccord en faux raccord presque. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages se transforment, deviennent un autre, les lieux se fondent, et ce qui est totalement incohérent. Et pourtant, le dormeur suit ça très bien et ne se révolte jamais pour dire ce rêve est totalement incohérent. Un cauchemar, un cauchemar. Oui, mais il ne va jamais contester la cohérence. Il va jamais dire, il va jamais dire en fait c'est mal foutu, c'est mal monté, c'est mal. Enfin, un peu comme si on voyait ça au cinéma, on dirait mais c'est mal monté, ça va pas. D'abord le personnage au début c'était tel personnage, ensuite c'était un autre. Dans le plan suivant c'était un autre. Et puis il est pas. Avant on était dans telle ville et maintenant on est dans celle-là. Donc le spectateur dirait c'est incohérent, ça va pas, il protesterait. Le dormeur ne dit pas mais qu'est-ce que c'est, ça va pas du tout, c'est totalement incohérent, je conteste. J'ai eu, et je le décris brièvement dans un des volumes,
eu ce sentiment de proximité de la mort. Mais c'est erroné, enfin, c'est une impression. Et c'est quand on est sous et qu'on vomit, par exemple. Alors, sous ou pas sous d'ailleurs, enfin bon. C'est généralement quand je suis sous que je vomis, mais enfin bon. Mais le fait de vraiment de vomir et d'être vraiment dans un état de faiblesse corporelle totale et de vomir, je trouve là qu'on est très proche de la perception de la mort. Donc ça c'est quelque chose que j'ai ressenti, il m'est arrivé d'être très mal, étalé à côté de la cuvette, je vous passe les détails, et de sentir là vraiment une proximité avec la mort, me dire ben là, tiens là il y a quelque chose, j'approche quelque chose de ce qui doit être assez, ce que peut être la mort, ou il y a une déchéance en tout cas. Oui, c'est ça, oui.